L'avant-projet de code électoral est-il un recul ou une avancée? Les réponses divergent selon qu'on est de l'opposition, de la majorité ou encore de la société civile. Pour l'opposition et une partie de la société civile, c'est un net recul qu'il faut purement et simplement retirer. Pour la majorité et le gouvernement, on parle donc d'un document de travail qui a besoin d'amélioration. Le point qui relaie dans cette proposition, c'est notamment la question de l'avenir de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et naturellement les pièces à fournir pour être enrôlé sur une liste électorale. Voici le menu de controverse de ce jeudi. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, pour parler de ce sujet, nous sommes avec M. Aristide Béré. Il est, j'allais dire Bansé, mais là, il s'agit de Aristide Béré. Il est du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Avec nous, M. Mamadou Kabré, du chef de file de l'opposition. Avec nous aussi, Mme Mamata Tchendrebeugo, du Mouvement du Peuple pour le Progrès de la majorité. Alors, avec nous, M. Nicolas Zemané, il est de la Société burkinabé de droit constitutionnel qui représente ici la société civile qui va nous apporter un peu un regard technique sur le sujet. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous pouvez vous participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou en postant vos messages sur notre page facebook.com/controverse-rtb. Alors, Monsieur Béré, on commence cette émission par vous puisque l'avant-projet vient du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Et donc, comme je l'ai dit, on va parler de deux points essentiels. Commençons par le premier, la CENI. Pourquoi voulez-vous supprimer la CENI dans cette proposition de loi? Alors, merci Monsieur Gongo, merci à la télévision nationale pour l'occasion qu'elle nous offre de nous expliquer en fait, de façon pédagogique au public burkinabé, afin qu'elle comprenne qu'en réalité, il n'a été nullement dans l'intention du gouvernement de supprimer la Commission électorale nationale indépendante. Je dois, avant de répondre à votre question, par la négative, effectivement, que le processus de relecture du code électoral est parti du constat qui a été fait dans les différents rapports et recommandations qui nous ont été fournis par les différents partenaires qui sont impliqués dans le processus électoral. Et à l'issue des élections municipales de 2016 et surtout des élections législatives et présidentielles, un certain nombre de rapports nous ont été transmis, émanant de la CENI, des observateurs nationaux, internationaux, d'institutions de la République comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le ministère de l'économie et des finances, etc., qui nous ont transmis un certain nombre de recommandations tendant à revoir un peu le dispositif législatif électoral au Burkina Faso. C'est au vu de tout cela que, sur instruction de la hiérarchie, un comité technique a été mis en place et a synthétisé, capitalisé les différentes recommandations et a fait appel à d'autres partenaires qui n'étaient pas originairement intéressés mais qui n'avaient pas été consultés. C'est ainsi que nous avons demandé aux premiers acteurs que sont le chef de file de la majorité, le chef de file de l'opposition, l'Alliance pour la majorité présidentielle, pour ce qui concerne les acteurs politiques, le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil d'État, pour ce qui concerne les acteurs institutionnels, les départements ministériels comme le ministère de la Justice, le ministère de l'économie et des finances, etc. Nous avons demandé également... Avant de poursuivre, dans l'écriture de l'avant-projet de loi, il y avait des représentants de l'opposition. Non, je vous explique comment les choses se sont passées. Il n'y avait pas les représentants de l'opposition. C'est le sens justement de la consultation qui a été ouverte par M. le ministre. Au vu des différentes, et les différents partis politiques ont contribué, dont les partis de l'opposition comme de la majorité, des personnes même individuelles nous ont fait parvenir des recommandations. C'est au vu de tout cela que nous avons produit ce document, que nous avons soumis à l'attention des différents acteurs, les premiers responsables des partis et formations politiques, afin qu'ils apportent leur contribution au perfectionnement du document. Et la lecture qu'on en fait tout de suite, c'est que vous proposez, c'est l'impression qu'on a, la disparition de la CENI au profit d'une autorité administrative indépendante. Juridiquement, la Commission électorale nationale indépendante est une autorité administrative indépendante.
Mais pourquoi vous ne nommez pas directement la CENI? J'arrive. Et je dois vous dire que dans le texte de la loi, nous avons été très prudents. Même en utilisant le mot ou l'expression autorité administrative indépendante, nous avons prévu dans les dispositions transitoires, notamment aux articles 86 et 84, que la Commission électorale nationale indépendante continue à assurer l'organisation et le fonctionnement des élections. En attendant la mise en place de l'autorité administrative indépendante. Nous avons voulu être anticipateurs parce que nous nous sommes inspirés simplement de l'avant-projet de constitution. C'est vrai qu'il n'est pas en vigueur actuellement, mais nous nous sommes inspirés qui prévoit la mise en place d'une autorité administrative indépendante par un institut, par un instrument juridique séparé, à savoir une loi organique différente du code électoral. C'est pourquoi nous avons prévu cette autorité administrative indépendante tout en préservant à l'article 86 et 84 les dispositions concernant la CENI. Alors, autorité administrative indépendante qui ne supprime pas la CENI selon M. Béré, alors que lorsqu'on écoute l'opposition politique, selon vos remarques que vous faites, c'est que la CENI doit disparaître et donc bonjour la fraude aux élections. Exactement. Je voudrais d'abord remercier la TNB pour l'occasion qui nous est offerte de parler de ce code électoral avec comme élément la CENI. M. Béré venait de dire tout à l'heure qu'ils ont voulu être anticipateurs, mais ils se sont, j'allais dire, jetés à l'eau avant que l'Ivoire même ne les rejoigne. Et de ce fait, parce qu'au niveau de la Constitution en écriture, on a parlé d'un organisme indépendant chargé des élections. Ça, c'est l'appellation qui accourt un peu partout, mais ce n'est pas une institution administrative. Parce qu'administrative, cela suppose qu'elle est sous la coupole réglée de l'administration. Ouais. Pourtant, c'était un consensus. Autant on en trouve à travers des pays où il y a des institutions qui sont donc sous la coupe réglée d'un ministère chargé de l'administration du territoire, autant on en trouve qui sont des structures indépendantes, qui sont chargées d'organiser les élections et qui donnent une certaine crédibilité et une certaine acceptation à l'ensemble des acteurs de la classe politique. Donc, comme à travers cette appellation, elle est interprétative à volonté, en acceptant ainsi, on peut arriver du jour au lendemain à une situation où on interprétera administrative pour dire qu'elle dépend d'une administration étatique. En ce moment, on s'est laissé fourvoyer. Et du reste, pour dire les choses telles qu'elles sont, au niveau de la commission constitutionnelle, ce courant a été développé et battu en brèche par un bon nombre d'acteurs, aussi bien de l'opposition que de la société civile. Et donc, on a pensé, à juste raison, que c'est une manière de récupérer ce qu'on n'a pas pu faire passer dans la commission constitutionnelle pour la mettre, bien sûr, au grand jour dans le code électoral. Donc, pour nous, c'est un recul. Et l'organisation, l'administration qui est chargée de cela, on a discuté, comme M. Béré vient de le dire, par rapport aux propositions qui ont été acheminées au chef de file de l'opposition. Je rappelle en passant que le docteur Zéphirin Diabré a réuni toute la classe politique. On en a discuté avant qu'il ne mette en place une commission dont j'ai eu l'insigne honneur de présider cette commission. On a travaillé et on a remis nos conclusions. En ce qui concerne la CENI, on avait beaucoup parlé sur le nombre et également les propositions qui viennent du ministère, le nombre et également la façon de faire une rotation de telle sorte qu'il y ait, j'allais dire, une mémoire, qu'on ne renouvelle pas toute la... Vous parlez là de la composition. De la composition, et non pas de son arrimage à une structure quelconque. Parce que déjà, elle fait consensus. On va arriver à la composition. Okay. Là, nous parlons de principe... Voilà, et donc, c'est le principe, avec cette appellation, donc, on s'est rendu compte qu'il y a à dessein, et donc, les dessins étant contraires à nos intentions, nous avons vite fait de dénoncer cette tentative-là qui veut supprimer la CENI. Alors, madame, donc, c'est une institution créée à dessein. Votre réponse, est-ce qu'au niveau de la majorité, c'est peut-être une manière de camoufler une autorité indépendante et puis récupérer quelque part, par la main gauche, une autorité administrative où l'administration serait au centre de l'organisation de l'élection? Je ne crois pas que ce soit cela. Et je pense plutôt que c'est peut-être un problème de compréhension de la part de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une récupération
au niveau du gouvernement ou bien au niveau de la majorité. Parce que comme vient de le dire M. Béré, au niveau de la commission constitutionnelle, nous avons ensemble à l'unanimité pensé qu'il était convenable d'inscrire à l'ordre de la CENI l'appellation une autorité administrative chargée d'organisation des élections. Parce que vous savez très bien que depuis la naissance de la CENI, elle a changé de nom à plusieurs reprises. Absolument. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nom codé qui puisse qualifier l'organisation administrative chargée des élections. Et quand on prend même l'appellation organe CENI, ça veut dire que c'est une administration indépendante chargée de l'organisation des élections. Et si elle est liée à l'administration territoriale. Et l'administration territoriale n'est pas indépendante sur le territoire burkinabé. Par conséquent, je ne vois pas l'opportunité qu'a le pouvoir ou qu'a le gouvernement ou la majorité politique en place de vouloir changer de nom l'appellation de la CENI. Dans bien des États, vous avez vu que les élections sont organisées par l'administration territoriale, mais il n'y a pas de problème. Comme au Gabon, par exemple. Oui, et en France d'ailleurs. Ah, mais au Gabon, il y a eu des problèmes. Non, mais c'est une manière de lui tendre la perche. Oui, mais au Gabon, oui, et également aussi en France où c'est organisé, au Sénégal aussi, on a ces exemples-là, et même en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que tout n'est pas il y a une commission électorale. Oui, mais dans tous les cas, toute commission électorale nationale indépendante et qui est régie, quand on parle d'administration, elle est sur le territoire national. Ça veut dire que l'administration et il y a toujours un lien entre l'administration et le ministère, forcément, qui... Voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas péril dans la demeure. Il ne s'agit pas de la remise en cause de l'indépendance de l'institution, mais plutôt une priorité de pouvoir réorganiser et puis s'adapter, bien sûr, à la nouvelle constitution si elle est adoptée. Ah, écoutez, M. Cabré, on a l'impression que c'est la notion administration qui gêne un peu dans la dénomination de cette autorité, dénommée autorité administrative indépendante. Oui, c'est son point de vue et je le respecte. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a pas, comme je viens de le dire, il n'y a pas de débat à ce sujet parce qu'il n'a jamais été question de la suppression de la CENI. Il a plutôt été question de son appellation. Alors, M. Zemané, là, quand on écoute la plupart aussi de la société civile, on entend suppression de la CENI. Vous, en tant que juriste, lorsque vous lisez le code, est-ce que vous avez l'impression qu'ici, effectivement, la CENI doit disparaître et laisser place à une administration, peut-être une direction générale du ministère de l'administration territoriale? Merci bien, Monsieur Gongo, et je tiens aussi à vous dire vraiment toute ma gratitude pour cette invitation, pour une première. Et permettez-moi, avant de dire mon propos, que j'espère qu'à la suite de ces controverses, nous allons nous en sortir avec quelques solutions qui permettront bien sûr à l'État de pouvoir suivre justement cette mission. C'est l'objectif. Bien sûr, la réforme de notre système électoral. Donc sur ce point, on est d'accord, le système électoral a besoin de révision, a besoin de réforme, on est tous d'accord, je pense que tous les acteurs sont unanimes là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question, moi j'ai une petite gêne, franchement, parce que si je rebondis seulement à l'article utilisé par M. Béré, parlant justement de la mesure transitoire, en disant qu'en attendant la CENI continue, mais cela dit techniquement que la CENI disparaît, puisque quand la loi sera, quand l'autorité administrative indépendante sera opérationnelle, la CENI telle que nous la connaissons aujourd'hui va disparaître. C'est ça la vérité. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de mettre une mesure transitoire. Maintenant, oui, techniquement, juridiquement, on peut dire que la CENI est une autorité administrative indépendante. Ça, c'est le cas. Mais votre question était bien à propos. Pourquoi ne pas la maintenir comme telle? Et c'est là qu'un autre problème se pose. Ils disent qu'ils se sont inspirés de l'avant-projet de la Constitution. En trois, j'ai du mal, en tout cas nous qui sommes de la société burkinabé de droit constitutionnel, on a du mal à comprendre qu'on ait pu penser déjà à une loi portant code électoral, bien sûr, sous, si vous voulez, en se fondant sur un avant-projet de constitution qui n'est pas encore adopté. On ne sait pas si ça sera adopté puisque c'est encore incertain. Ce même avant-projet de constitution a prévu une loi
organique qui doit créer, si vous voulez, l'organe qui doit réguler, bien sûr, les élections. Cette loi organique aussi n'est toujours pas prise. Donc nous avons une certaine gêne à ne pas comprendre, en fait, même si on apprécie quand même l'esprit d'anticipation du gouvernement, mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, nous avons plus besoin de cet esprit d'anticipation dans d'autres secteurs. Voilà, sinon, en matière électorale, je ne pense pas qu'on soit dans une forme d'urgence. Sinon, la seule urgence qui reste, et je pense que ça c'est très important, puisque élément du programme présidentiel, c'est certainement le vote des Burkinabés de l'étranger. Là, on l'a dit, par une loi modificative, on peut l'introduire dans le code actuel. C'est aussi le cas, par exemple, de, si vous voulez, de... comment je vais appeler ça, ça c'est très important aussi, c'est la mise en place en fait, là je me perds un peu en conjoncture maintenant, là. Mais je sais qu'il y a le vote des Burkinabés de l'étranger et il y a une autre urgence qui tient... référendaire. Voilà, sur la question référendaire, merci beaucoup, qui, moi je me dis, les deux questions qui sont assez urgentes peuvent être introduites par de simples lois modificatives et la loi, le code électoral tel qu'il est aujourd'hui n'est pas figé parce que depuis sa mise en œuvre, depuis sa mise en place en 2001, il a connu quand même 8 modifications, pas des lois modificatives, donc cela est possible. Alors, M. Béré, vous dites la CENI ne sera pas supprimée alors que vous parlez d'une disposition transitoire. C'est-à-dire que le jour que l'autorité administrative sera donc en marche, la CENI est forcément appelée à disparaître. Le choix des mots n'étant pas accidentel en droit, j'ai dit nous sommes inspirés en fait de l'avant-projet. Nous ne sommes pas fondés sur un avant-projet, nous sommes inspirés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu que pour tout ce qui concerne les autorités administratives indépendantes, que sont le Conseil supérieur de la communication, l'AELC, LCI, et la CENI, il est prévu dans le titre consacré à l'avant-projet un changement d'appellation, ainsi que le médiateur du FASO. Il est institué, il est désormais appelé autorité administrative en charge d'eux. Nous nous sommes dit, puisque dans tous les cas, l'organe dont il est question est une autorité administrative indépendante, il n'y a pas eu de remise en cause de cette appellation, même si on le gardait comme tel. Nous ne sommes pas fondés, nous nous sommes inspirés. C'est vrai, on peut penser que nous sommes dans des supputations si on ne s'explique pas. Mais c'est ça le but de la manœuvre. Nous, après l'élaboration du document, nous l'avons soumis en toute bonne foi aux acteurs politiques. Et pour amendement, pour observation. Et nous avons reçu toutes sortes d'observations, toutes sortes d'amendements dont la synthèse a été faite le mardi avec l'ensemble de la classe politique. Et ensemble, nous avons décidé de façon consensuelle une démarche à suivre. C'est ça le but de la manœuvre. Si nous avons voulu passer en force ou quoi, on a donné toutes sortes de supputations, mais vraiment... On a appris même que la loi doit être adoptée. Voilà, c'est tout ça, c'est des rumeurs comme ça, alors qu'on sait le processus. Vous savez que l'appellation même d'avant-projet de loi portant code électoral est impropre juridiquement. Parce que pour que le texte puisse être appelé avant-projet de loi, il faut qu'il ait passé l'étape du comité d'approbation des avant-projets de loi, le COTEVAL. On n'a même pas transmis ce projet de loi au COTEVAL. Ensuite, on ne l'a même pas transmis au Conseil des ministres pour adoption. A fortiori à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, c'est vraiment, comme dit monsieur le ministre, un document de travail qui est soumis à l'appréciation des acteurs politiques. Et vraiment, on les remercie effectivement pour toutes les observations qui ont été faites. Ça a permis d'enrichir le document, de voir là où ça penche, là où ça va, quels sont les points qui font débat. Et certainement, dans la vision, on va se retrouver pour échanger. Parce que, indiscutablement, le code électoral étant un enjeu politique indiscutable, on ne peut pas ne pas revenir vers les acteurs politiques pour trouver un terrain d'entente et un consensus sur une règle aussi majeure que le code électoral. Monsieur Cabré, c'est un document de travail, mais comment se fait-il que tout de suite, il y a ce lever de bouclier et vous demandez au sein de l'opposition le retrait pur et simple. C'est ce qu'on a lu dans votre déclaration. Oui. Bon, effectivement, on demande le retrait pur et simple parce que par rapport à ce qui a été demandé, M. Béré venait de dire tout à l'heure que c'est un document de travail. Mais j'allais dire sans les travailleurs qui ont produit justement des avant-propositions en rapport avec cela. Je suis étonné qu'on demande à des structures comme l'opposition, par exemple, on se rencontre au niveau de l'opposition en plénière comme en comité restreint, on produit un document et on l'achemine
auprès du ministère de l'administration territoriale et à la fin, on ne retrouve pas nos éléments et on dit on nous a consultés. Il aurait fallu faire une synthèse. Oui, mais là, c'était encore... Oui, mais justement, vers vous, non, le travail en le cercle document, concentrique ne peut pas nous faire avancer, puisque les vues de l'opposition ne sont pas les mêmes que celles de la majorité ou de la société civile. Donc, il faut confronter les vues de telle sorte que chacun puisse dire, et avec l'argument de l'autre, être convaincu au finish. Sinon, si on nous demande nos consultations et après on ne tient pas compte, ça pose problème. Et je voudrais également dire que par rapport à ce qui a été dit comme autorité administrative, je suis dans la commission constitutionnelle comme madame qui est là, mais le rapport qui nous a été remis par rapport aux institutions, c'est une des institutions existantes non consacrées par la Constitution. Et on a demandé à ce qu'elle soit constitutionnalisée. Et le terme qui a été utilisé, c'est l'idée d'instituer un organe indépendant chargé de l'organisation des élections, comme le prévoit le protocole de la CEDEAO. Donc, autorité administrative, je n'ai pas souvenance d'avoir entendu parler de ce terme-là. Oui. C'est écrit clairement à l'article 178, autorité administrative indépendante en charge des élections. En charge des élections. Ça. Alors, si cette terminologie est venue, parce que justement, comme l'a dit M. Zemané, c'est effectivement une structure administrative. Mais la structure administrative, c'est son arrimage qui pose problème. Et donc, si nous avons demandé... Comment vous voyez justement cette structure administrative, selon vous? Indépendante. Oui, nous avons pensé que cette structure-là, qui a été le fruit d'un consensus de la classe politique après la crise née de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, ce format-là, déjà satisfait. Il faut garder la CENI en l'état. Et ensuite, il faut renforcer ses capacités et lui donner une indépendance aussi bien administrative que financière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui... On a parlé à un moment donné de recruter des fonctionnaires effectivement, qui ont la et capacité... on constate qu'il y a un problème au niveau organisationnel. Ça pose problème au niveau donc, du fonctionnement de la CENI. Et donc, ces éléments pris l'un dans l'autre, quand on voit ce qui est en train d'être projeté, il y a quand même une interprétation qui ne sied pas. D'abord, cette constitution qui va être votée, c'est celle-là qui dit qu'à partir de l'adoption de cette constitution, tous les Burkinabés de l'extérieur sont concernés par les élections majeures. Mais il faut attendre que cette constitution soit votée avant de les inviter à aller à un référendum ou à une élection municipale ou législative. Et ensuite, en dehors de cet aspect, si tout va bien, les élections générales, c'est en 2020. Il faut anticiper, d'accord, mais on ne peut pas prendre une loi, un corps électoral, qui va dormir dans les tiroirs. Mais il y a aussi peut-être l'urgence de l'organisation du référendum. Oui, mais c'est ça, on dit, les Burkinabés de l'extérieur ne sont pas préoccupés par cela. Alors qu'on nous avance ce critère, cet élément-là pour dire que c'est pour permettre aux Burkinabés de l'extérieur de participer à ce référendum. Non. C'est la Constitution qui va être adoptée, qui donne ce droit-là. Et même s'il y a une élection 6 mois après, les Burkinabés de l'extérieur doivent y participer. Et je termine pour dire qu'en rapport avec cette question, il y a quand même un problème de fond qui se pose. En matière de droit, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'on ne produit pas une loi, un corps électoral comme ça à valeur juridique qui dort dans les tiroirs pendant 2-3 ans en hibernation pour ensuite faire son effet. Mais ils disent que c'est un document de travail. Ce n'est pas moi qui vais répondre à leur place, soit M. Béré ou M. Cabré, oui. Qu'en fait, vous séparez nos expressions. Nous avons dit autorité administrative indépendante. Et ce n'est pas pourquoi vous arboutez sur le mot administration et vous coupez sur le mot indépendant. Nous avons dit autorité administrative indépendante. Et nous savons que les préfets, les hauts commissaires, les gouverneurs, comme certains l'ont pu le penser, ne sont pas des autorités administratives indépendantes. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas une autorité administrative indépendante. Voilà. Donc même si on dit autorité administrative indépendante, ça ne saurait en aucun moment concerner le ministère de l'administration territoriale. On vous le conseille. Madame. Voilà. Merci. Par rapport à votre question de tout à l'heure, pour savoir, pour ce qui concerne la réflexion, pour nous, au niveau de la majorité, nous estimons que ce n'est pas un débat. C'est le ministère de l'administration territoriale, à travers ses techniciens, qui a invité toutes les différentes composantes de la société, à savoir la société civile et les partis politiques, à contribuer pour la réflexion sur la relecture du code électoral. C'est dans ce sens que nous aussi, comme tous les autres, nous avons apporté notre contribution. Et comme je le dis, il s'agit d'une contribution. Et ce n'est pas sûr que ce que nous avons proposé va être pris en compte, mais néanmoins, nous avons aussi produit un certain nombre d'amendements que nous estimons qu'elles devraient être prises en compte. Pour ce qui concerne, pour revenir à
à la préoccupation de M. Cabré qui revient sur la CENI, nous pensons que le débat sur la CENI a toujours fait des débats, a toujours fait des gorges chaudes et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le fait que les élections sont organisées par un organe étatique n'en fait pas de moins un État, n'en fait pas un État moins démocratique. Nous en avons vu dans plusieurs États, comme je l'ai dit tantôt, et que pour donner à la CENI son caractère indépendant, il faut d'ailleurs même renforcer. Il faut d'ailleurs renforcer en moyens techniques et logistiques et en personnel. Et nous supposons que la CENI, à l'étape actuelle, elle ne dispose pas de tous ces moyens-là. Oui, mais pourquoi ne fallait même pas mettre directement Commission électorale nationale indépendante? Parce qu'en disant, en ne mentionnant pas le nom, forcément ça crée une supputation quelque part. On a l'impression qu'on veut supprimer une autorité qui existe déjà, surtout qu'on ne parle même pas de composition, donc on ne sait pas. En tout cas, dans le code, si j'ai bien lu, j'ai l'impression qu'on ne peut pas, peut-être M. Béré, la composition. Nous, on peut expliquer pourquoi on l'a fait. Comme je l'ai dit, nous sommes inspirés du texte de l'avant-projet. Et à ce niveau, il est proposé 2 lois séparées. Une loi spéciale organique concernant l'autorité administrative indépendante en charge des élections. Et une loi spéciale organique concernant le code électoral. Donc, même si le texte de la Constitution venait à être adopté, vous ne retrouverez pas de dispositions concernant la CENI dans le code électoral. Vous voyez, vous retrouverez ces dispositions dans une autre loi, une loi organique, à part. Et c'est dans cette loi organique qu'il y aura... C'est dans cette loi organique, justement, qu'il y aura toutes les compositions, etc. Je dois également dire que, par lettre du 10 mars 2017, l'opposition nous a proposé plutôt un réaménagement de la CENI. Vous avez dit de créer un organisme de gestion des élections dont les commissaires seront un conseil d'administration. Oui, donc si vous dites conseil d'administration, ça sous-tend qu'il y a une administration. C'est une logique pure. Oui. Voilà. Moi, je vais ajouter là-dessus pour dire que par rapport aux revendications du CEFOP d'avril 2017, il est noté spécifiquement au niveau du point 1.4, petit 5, et la recommandation, c'est de mettre en place une véritable administration électorale dotée de moyens financiers. Donc là encore, l'administration ressort. Est-ce que pourquoi il n'était pas opportun pour eux de dire que non, un véritable organe chargé de l'organisation des élections? Nous avons travaillé avec nos commissaires qui sont à la CENI, qui ont répercuté les discussions au sein des 15 commissaires actuellement en fonction au niveau de la CENI. Effectivement, par rapport à l'expertise nationale, ils ont souhaité, comme les commissaires sont désignés par des structures et que leur mandat n'est pas périn, puisqu'ils peuvent faire 2 mandats seulement, il faut qu'il y ait une certaine continuité. Mais quand on dit administration, ça ne renvoie pas à une administration organique sous forme étatique ou sous forme, j'allais dire, issue d'un pouvoir politique. Et ce que madame est en train de dire par rapport à ce que nous avons demandé, effectivement, à chaque fois qu'il y a une élection qui se prépare, il faut que le président de la CENI, que ce soit Feu Moussa Michel Tapsoba, ou bien Maître Kéré, ou bien l'actuel, aille taper à toutes les portes pour demander de l'argent. Non, quand on dit de renforcer ses capacités, c'est pour que justement une autorité qui est indépendante, si on dit il y a élection en 2017, on a déjà budgétisé et on commence les activités de la CENI sans attendre le bon vouloir ou les humeurs acido-basiques de qui que ce soit. Donc ça pose également ce problème-là. C'est ça qui a fait qu'on a parlé d'autorité administrative. Et quand on parle de l'organisation... Oui, mais quand on dit administrative, parce que les gens voient rattaché à l'administration centrale ou générale. Non. C'est autre chose. Monsieur Zemmour. Oui, merci bien, monsieur Gongo. Je suis un peu perdu parce que moi, je pensais qu'on allait passer vite sur cette question, d'autant qu'on est tous d'accord que ce n'est qu'un document de travail. Et que dans la mesure où ce n'est qu'un document de travail, nous avons proposé tout de suite, nous, au niveau de la société civile, comme je l'ai dit, pour le vote des Burkinabés, on met une loi modificative, ça passe. Pour le référendum, on met une loi modificative, ça passe. Nous, ce que nous trouvons inconcevable, c'est qu'un avant-projet de constitution qui n'est pas encore adopté, je dis encore, je défie quiconque qui peut m'avancer avec certitude qu'on va avoir cette constitution, cette nouvelle constitution. Il n'y a aucune certitude. Donc pourquoi travailler sur un document qui n'est pas encore certain?
alors que nous avons des moyens de travailler sur ce qui est urgent. Et je pense que ça, c'est pas pour parler à la place du CEFOP. Je pense que quand l'opposition réclame justement des réformes au niveau justement du code électoral, c'est dans ce sens-là. Puisque si les Burkinabés doivent voter en 2020, il faut bien que nous songions aujourd'hui à mettre en place, si vous voulez, des dispositions concernant le référendum dans le code électoral. Je pense que c'est les deux solutions qu'il faut retenir, parce que ce document-là ne fait déjà pas l'unanimité. Et vous savez qu'en matière électorale, et là je tiens quand même à préciser que la loi électorale, c'est pas comme la loi de finances qui peut être préparée par le gouvernement et bon voilà et suivre tout le processus. La loi électorale est une loi assez particulière, encore plus dans notre contexte où nous savons comment la CENI par exemple est née ou comment justement le code de 2001 est né. Et que c'est une loi qui concerne, si vous voulez, la conquête du pouvoir. Donc ça veut dire que toutes les parties prenantes doivent avoir leur mot à dire. Nous, au niveau de la SPDC, nous avons effectivement reçu une correspondance du ministre d'État à l'époque qui nous demandait de nous exprimer sur les éventuels points qui pourraient faire l'objet d'une réforme dans le code. Nous avons répondu, mais on n'a pas eu de retour. Ce n'est que jusqu'après la publication de ce document de travail là que nous avons compris qu'il y avait un travail de fond qui était déjà fait. À cette question, je dirais, tous les acteurs n'ont pas été concernés au même niveau. Et je pense que c'est dans l'intérêt même du gouvernement de tenir compte de tous les acteurs, et ce de façon, si vous voulez, équilibrée. C'est-à-dire que les acteurs puissent intervenir sur chaque étape pour avoir ce qu'on appelle un code consensuel. Parce que ici, peut-être il y a des acteurs qui veulent se retirer. Si on lit non, tout cela est lié justement à un processus biaisé. Si le processus, en sciences politiques, on vous dit clairement que si le processus est biaisé, forcément il y aura des réactions. Si on en débat aujourd'hui c'est une production que nous sommes en train de faire en matière de sciences politiques. Parce que ce débat va forcément aboutir à une prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Et c'est ce processus-là, parce qu'il a été biaisé à un moment donné, qui a fait que justement il y a eu ces réactions-là. Je pense que tous les acteurs, en tout cas ceux qui veulent que le Burkina ait un code électoral digne justement de ce nom. Et je rappelle en passant à Mme Tiendrebe Oko, la CENI quand même est une référence dans notre sous-région. Beaucoup de pays s'inspirent de notre CENI parce qu'elle a fait ses preuves. Elle est perfectible, mais elle a fait ses preuves. Et quand l'avant-projet parle d'autorité administrative indépendante, ce n'est pas pour vider la CENI de son contenu. C'est juste une question d'appellation, peut-être pour faire un peu un effet de mode. Sinon, ça ne videra pas la CENI de son contenu. Voilà. Merci. Oui, je suis parfaitement d'accord que la CENI ne sera pas vidée de son contenu, ne doit pas être et ne sera pas vidée de son contenu. Mais comme je le disais tantôt, pour une CENI beaucoup plus perfectionnée, il faut quand même des assises au niveau régional et des assises au niveau provincial. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que le transfert peut se faire. Il n'est pas été question de... Le transfert doit se faire et va se faire à l'immédiat. Le transfert peut se faire dans 100 ans ou plus ou moins, mais dans tous les cas, il est nécessaire quand même que cette CENI, qui aujourd'hui est une référence à l'échelle internationale, puisse avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour ce qui concerne les moyens. On s'accorde, oui. En tout cas, sur ce qui est de la CENI. Sur ce point-là, je dois juste ajouter que la démarche, la procédure que nous avons suivie n'est pas du tout biaisée. Nous avons reçu des rapports, nous avons envoyé des correspondances à tous les acteurs. Sur cette base, les acteurs se sont exprimés. Nous avons produit un document à leur intention pour qu'ils les amendent et qu'ils le retournent afin que nous nous retrouvons pour discuter. Je ne pense pas qu'il n'y a pas meilleure procédure que celle-là. Voilà, si on avait voulu, si on avait entendu l'adoption de ce projet de loi au Conseil des ministres, on aurait dit, ah, il y a eu du péril parce que on s'attendait à ce qu'il y ait discussion et finalement, ils font passer sans nous consulter. Si on avait voulu le faire, on l'aurait fait. La SPDC n'a pas reçu ce document. Mais la SPDC n'a pas contribué aussi. Tous les acteurs qui ont reçu, qui ont été consultés ont reçu le document. Et je suis de la SBDC aussi, ce n'est pas caché. Je sais que je n'ai reçu aucun document provenant de la SBDC. Et juste sur cette question, on a effectivement répondu. C'est comme je l'ai dit, peut-être qu'avec les mouvements ministériels, il y a eu des documents qui ne vous sont pas parvenus. Sinon, nous avons répondu. Et il ne s'agissait même pas en ce moment, à l'instant où on en parlait, il ne s'agissait pas en fait d'un document à élaborer. Il s'agissait de thèmes, des thématiques, si vous voulez, des grands points sur lesquels on devait Mais bien réagir. sûr, pour aboutir à l'élaboration d'un avant-projet. Dans la procédure managériale, si vous voulez, c'est-à-dire c'est vous qui avez initié la correspondance. La SBDC, selon vous, n'a pas répondu. Dans la procédure administrative, on l'en relance.
Si nous vous n'avez avons pas relancé reçu, la SBDC à 2 justement, reprises. en fait, justement, c'est ça la Nous avons question. relancé la Parce SBDC à que 2 j'ai reprises. pris le soin de vérifier dans notre correspondance. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas intérêt à la discréditer. On n'a pas du tout... Je n'ai pas intérêt à la discréditer. D'accord, on va Puisque pas... je suis marié. Absolument. Mais le routine que On vous n'a pas avez du tout annoncé... reçu. Nous avons On va s'arrêter là, on va passer à autre chose, s'il Ah, vous ok. plaît. Sinon, Vous pouvez j'allais nous juste informer. réagir par rapport au routine On qu'il va a passer à proposé. la autre chose parce qu'on a compris tout simplement que la CENI ne sera pas supprimée. Suspendre, voilà. Donc, il n'y a pas Après, justement, se péril. lever de bouclier, sinon c'était déjà mort et enterré. Alors, passons Mais il maintenant était au... quand même clair, il n'était Passe- pas mort et enterré. Moi, je pense d'ailleurs que les gens qui font un débat autour de sa suppression, je pourrais dire que ce n'est pas objectif, parce que nulle part il n'a été dit que la CENI On va a être compris. supprimée. On va Même la avancer. CENI, elle n'est On pas va d'accord avancer, avec s'il votre vous plaît. position. Alors, Non, puisque mais c'est la nulle part question- il n'a c'est la été dit que question la CENI va être supprimée, donc il n'y a pas de débat par rapport à ça. La CENI a pour compétence justement d'assurer l'enrôlement des électeurs, de constituer une liste électorale. En tout cas, ça fait partie de ce code. Là, il n'y a pas de débat parce que c'est écrit noir sur blanc sur cet avant-projet, même s'il ne faut pas l'appeler comme tel, c'est un document de travail, m'a-t-on dit. Alors, on nous cite un certain nombre de pièces et là aussi, l'opposition dit les questions d'acte de naissance posent problème. Non, il faut qu'on sache que sur ce plan-là, l'unanimité s'est faite pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2001-2002, lorsqu'on a institué la carte nationale d'identité burkinabé, il était question d'avoir des documents sécurisés pour pouvoir faire un travail. Cette équipe de la Il faut CENI, dire que jusque-là, il était question justement dans ce code-là, il est question de l'acte de naissance, de la carte d'identité, de la carte biométrique CEDEAO et du passeport. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est les différents éléments. oui, Oui. on a vu l'expérience du Burkina Faso depuis le retour à la vie démocratique normale, où l'acte de naissance a toujours été la porte d'entrée aux différentes fraudes. On a vu des mineurs qui ont eu des actes de naissance leur donnant 18 ans révolus. On a vu des actes de naissance qui ont été frappés un jour non ouvrable, etc., etc. Et donc, on a fait le consensus. Je ne comprends pas pourquoi, avec l'âge même d'obtention de la CNIB qui a été ramené à 15 ans, on a besoin de dire encore à un citoyen de venir avec son acte de naissance pour s'inscrire. Pourquoi? L'acte de naissance n'a pas tous les éléments qui permettent de dire que M. Mamadou Kabri qui est venu, c'est effectivement ce monsieur-là de 1,92 m avec tant de kilos, avec tel yeux et les empreintes ainsi. Et ainsi, on fera donc des actes de naissance à l'appel et les gens iront prendre des cartes à gogo pour ensuite venir voter de façon vraiment insupportable. Et donc, sur cette question de la carte, de l'acte de naissance, au niveau même des acteurs qui sont à la CENI et autres là, on est en train d'aller vers un élément qui va nous permettre d'avoir la carte d'identité qui contient en même temps les informations électorales, ce qui n'est pas exclu pour minimiser les coûts, mais également pour éviter la fraude. Si aujourd'hui la CENI peut vous tirer votre duplicata de votre carte d'électeur et au niveau de l'ONI, il n'est pas possible, il y a un problème qui se pose. Il faut qu'on arrive à régler cette question une bonne fois pour toutes et ne pas amener une multitude de documents, lesquels documents peuvent permettre à un électeur de s'inscrire plusieurs fois, même si dans le corps électoral, on a dit que c'est un cas de fraude et puni comme tel. Monsieur Béré. Sur la question de l'acte de naissance, il faut rappeler que nous n'avons jamais dit qu'il faut voter avec l'acte de naissance. Ensuite, je dois dire, logique pour logique, que si vous dites que l'acte de naissance n'est pas assez fiable pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que la CNIB aussi n'est pas fiable. Puisque l'intrant principal de la CNIB, c'est quoi? C'est l'acte de naissance. Si vous dites que l'acte de naissance est faux, c'est que la CNIB produit est fausse. C'est-à-dire que dans la procédure, on utilise l'acte de naissance pour... Voilà, dans la procédure. C'est ça qui est rebondi pour dire que... Ensuite, Monsieur Kabri, vous aurez le droit à la parole. Ensuite, sur la question des coûts, vous l'avez dit, la CNIB a une tare congénitale. Elle ne contient pas d'informations électorales. Nous avons travaillé justement avec l'Office national d'identification, dont un des dirigeants est membre de la commission technique. Pour le faire, pour pouvoir insérer les informations électorales, en l'occurrence le numéro du bureau de vote sur la CNIB, il faut reprendre toutes les CNIB pour tout le monde. Deux choses. La CNIB coûte 2500. Soit vous faites supporter aux 9 millions de personnes qui sont sur la base des données de l'ONI les conséquences de vos réformes, 2500, ou bien vous décidez de subventionner. Si vous décidez de subventionner,
à raison de 2000 francs, comme cela s'est passé en 2012, ça veut dire que l'État est obligé de dépenser 2000 fois 9 millions, ça fait 18 milliards de francs CFA que l'État est obligé d'injecter pour doter tout le monde en CNIB contenant des informations électorales. Donc où est le gain? Par rapport à ce qu'on dit, on dit 8-9 millions, où est le gain par rapport à 18 milliards? Ensuite, conséquence, si vous mettez des informations électorales sur la CNIB, à chaque fois que vous allez vous déplacer sur le territoire national, chaque fois que vous êtes affecté, M. Gongo peut être directeur de la RTB Ouest, RTB Est demain, il vous faut changer de CNIB. À chaque fois, à chaque événement qui vous oblige à changer de domicile ou de bureau de vote, vous êtes obligé de changer la CNIB. Et c'est une source même d'insécurité. C'est pourquoi nous avons maintenu, j'ai dit maintenu parce que l'article 42 du Code électoral actuel contient l'acte de naissance comme document pour s'enrôler. Il faut dire que ce n'est pas nouveau dans le code. C'est pas nouveau dans le code. Et d'ailleurs, nous l'avons dit qu'à l'article 14 de l'avant-projet, que l'autorité administrative indépendante délivre à chaque titulaire inscrit une carte d'électeur. Donc si la carte d'électeur est fiable, où est le problème? Ok. Excusez-moi. Il vous répond alors, Oui. monsieur Tabré. Quand on a parlé de documents de travail, je me rappelle qu'au sein du CEFOP, les propositions qui sont venues, l'acte de naissance, on a demandé sa suppression. Vous avez intégré cela sans marquer que... Nous n'avons pas intégré, nous avons maintenu. Oui, vous avez maintenu cela sans marquer les autres points de divergence. Tous ceux qui vont prendre le document, ils ne verront pas que antérieurement, d'autres structures ont fait ces propositions. Ensuite, quand vous dites qu'au niveau du coût, avec l'établissement des CNIB à 18 milliards, mais souvenez-vous que l'organisation des élections, c'est à 54 milliards. Et même la révision des listes électorales, c'est toujours autour de 10 milliards. 10 milliards pour enrôler 550 000 personnes. Non, mais en ce moment... est très faible. Oui, mais ça c'est parce qu'on n'a pas fait un travail pour amener les gens à aller voter. Et la CNIB a une durée de vie de 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité, avec cette carte électorale, carte d'identité qui est en même temps carte électorale, là, de pouvoir faire au moins 4 élections. Et donc si on considère les 6 à 10 milliards chaque fois pour réviser les listes et établir les cartes d'électeurs ou les documents électoraux, sur 5 ans, on fait un gain et les 18 milliards sont vite passés, justement, pas dans perte, mais à profit. Et enfin, pour justement parler toujours de cet aspect-là, il faut qu'on note un élément. Quand on parle de documents, on parle de consensus de la classe politique, il faut qu'on arrive soit à convaincre les autres partis de la pertinence de vos arguments, soit simplement que lorsque l'unanimité se fait sur une position, que l'on l'accepte. Mais arriver à nous dire cela, ça ressemble un peu à un raisonnement un peu sophiste, qui en apparence est vrai, mais en réalité c'est faux. Parce que dans cette histoire-là, on n'a pas évolué du tout si l'acte de naissance reste, et avec cette possibilité d'isoler les éléments. Et ce qu'il a dit par rapport à un déplacement d'un fonctionnaire, ce n'est pas vrai. Parce que ça entraîne du coup le changement des appareils qui sont mis en place le jour du scrutin. Et donc, même si vous vous retrouvez à Gawa, si on rentre dans la base de données, on dirait que vous pouvez voter, quitte à ce que ça soit intégré là-bas ou répercuté dans votre bureau de vote. Parce que pour une raison ou une autre, ceux qui se déplacent ont la possibilité dans le code électoral de voter et c'est pris en compte. Oui, monsieur Gongo, en fait, je comprends le débat qui est mené entre l'administration, en fait, même si on a l'impression que c'est la majorité contre l'opposition qui discute actuellement, alors qu'il y a la majorité à gauche. Non, en fait, moi, je pense que c'est comme on le dit, le diable se trouve dans les détails. Le fait d'utiliser l'acte de naissance comme pièce d'enrôlement, comme vous l'avez dit, c'est pas nouveau, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'il y a une disposition transitoire dans le document de travail, parce que moi je refuse de l'appeler l'avant-projet, dans le document de travail qui dit, avec un certain flou, que les documents ayant servi justement d'enrôlement, les documents d'identification ayant servi d'enrôlement, peuvent servir, c'est-à-dire le cas échéant en tout cas, de pièces pour effectivement, voilà, pour l'opération de vote. Mais je pense que là où il faut peut-être préciser, c'est que l'extrait de naissance n'est pas un document d'identification, monsieur l'administrateur civil. Mais justement, le détail ici, c'est quoi? C'est de disposer seulement que les documents ayant servi si vous voulez, de pièces d'enrôlement, sauf l'extrait de naissance,
peuvent, c'est tout. Et puis ça permet aux uns aux autres, voilà, ça permet aux uns aux autres de rester tranquilles. Voilà. C'est ça des Oui, d'accord. Donc vous mettez ça et puis le problème est réglé. D'accord. On est d'accord que... Vous avez fini? Oui, je pense que c'est largement suffisant. C'est très bon. Non, ce n'est pas... C'est très bon. Mais le détail... L'administrateur reconnaît effectivement qu'il y avait une faille Je reconnais une chose. L'acte de naissance n'est pas un document d'identification. En le disant, nous avons parlé au document. Parce que nous tout avons pensé simplement, au vous document n'avez pas votre photo, on ne peut pas vous identifier effectivement à travers l'acte s'il de advenait que quelqu'un s'inscrive avec l'acte de naissance, il prend sa carte d'électeur. Et celui qui vient s'inscrire avec sa CNIV continue. Sans problème. Mais c'est tout. Exactement, nous pouvons le prendre. Il n'y a aucun souci. Le débat de l'opposition ici, c'est que l'acte de naissance est reproductible. Puisque nous avons produit de sang qu'il S'il vous plaît, c'est madame qui a la parole. L'acte de naissance est reproductible tel que le dit l'opposition. Un seul individu peut se faire reproduire plusieurs actes de naissance au jugement supplétif. Ce que l'opposition avance, nous n'avons pas vu ces limites-là aux élections passées. Et comme l'a dit le représentant du gouvernement, ce n'est pas une invention de la proposition de travail qui nous a été soumise. C'est-à-dire qu'ils ont repris. Et M. Cabré dit qu'ils ont proposé que ce soit enlevé. Mais comme on le dit, c'est une réflexion qui est faite par l'ensemble de la classe politique comme de la société civile. Si toutefois, toutes les réflexions et les contributions qui sont arrivées au niveau des techniciens, il se trouve que ce n'est pas la majorité qui demande son retrait. Bon, ils vont viser la majeure partie et puis ils vont choisir quand même là où ça pèse beaucoup plus. Et comme je le répète encore, c'est un texte qui est soumis à réflexion. Il n'est pas adopté, c'est un avant-projet. Il n'est pas encore un projet. Donc, c'est-à-dire que toutes les contributions sont toujours les bienvenues. C'est comme il vient de le dire par rapport aux dispositions transitoires. Nous, également, nous avons vu et nous avons demandé pourquoi ces dispositions transitoires-là. Est-ce que ça veut dire que le document qui a servi à se faire enrôler, est-ce que c'est ce même document-là qui va servir à voter? Et on nous a éclairé, on a dit non, ce n'est pas ce document, mais on estime que si on s'est fait enrôler avec l'acte de naissance et contre... comment on appelle ça, contre la délivrance de la carte d'électeur, naturellement, c'est avec la carte d'électeur qu'il va falloir voter avec. Et je pense que la dernière fois, la concertation avec les partis politiques et tout le monde, on a convenu à l'unanimité que non, et c'est immédiatement cette disposition-là, on ne va même plus le mettre dans les débats, c'est supprimé, et tout le monde à l'unanimité, on dit, pour ce qui concerne l'acte de naissance, il est supprimé d'office. C'est-à-dire, sans que même les grands points concernant les contributions ne puissent être mis en œuvre, et cet aspect-là est déjà supprimé. Donc, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, il faut aller à ce qui nous unit, plus que ce qui nous sépare. Oui, mais justement, quand on dit que par rapport aux propositions de l'opposition, c'est peut-être une proposition qui est minoritaire. Même si elle est minoritaire, à partir du moment où c'est un document de travail, ça doit apparaître l'ensemble des propositions divergentes, de telle sorte qu'on se retrouve pour discuter. Et c'est étonnamment bizarre que cette proposition minoritaire-là, on se retrouve en concertation à 48 heures, et l'unanimité se fait au niveau des participants pour que justement on enlève cet élément. Subitement, il a grandi et prospéré pour envahir et convaincre tout le monde. Et donc, je dis et je le répète, la question d'un document de travail, comme on l'a vu, peut-être pour ma petite expérience d'une année au CNT, lorsqu'il y a une proposition et qu'il y a des contre-propositions, elles sont mentionnées, parce que c'est un document de travail. Mais vous voulez que les autres se convainquent de quelle position, s'ils n'ont pas évoqué cette question, ou bien si leur position même est erronée. Il faut l'inclure pour que les débats puissent se mener, sinon ça ne sert à rien d'avoir un document de travail et de demander aux gens de faire des propositions. Moi, je dirais simplement que je pense que même au niveau du comité technique qui a travaillé sur le document, je pense qu'il y a eu, c'est le consensus qui a primé. Et si toutefois un document ou bien une disposition n'a pas fait l'objet d'un consensus, ils peuvent immédiatement décider de le maintenir en l'état en attendant que tous les acteurs décident ensemble. Et je pense que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne défends pas la situation, mais je pense que... Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais s'il a été maintenu... Et nous avons travaillé ensemble par rapport à de telles dispositions où il a été mentionné que, par exemple, lorsque ça ne retient pas l'assentiment de tout le monde, on maintient la disposition. Oui, mais cette commission, ce que nous avons discuté au niveau de la commission constitutionnelle, généralement pour des textes juridiques, il y a la transposition à la matière. Elle termine. Vous aurez droit à la parole.
parole, M. Cabré. Allez-y. J'ai terminé. D'accord, vous avez terminé. Alors, il n'y a que dans cette proposition aussi, là où c'est un peu remarquable, c'est avec le vote des Burkinabés de l'étranger, où c'était la carte consulaire qui était demandée. Et puis, finalement, il y a eu l'acte de naissance aussi qui intervient. Et on se dit, avec justement, est-ce que là, c'est la majorité qui est incriminée? Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte que il y a des endroits où l'opposition, enfin la majorité se sent un peu menacée, qu'elle décide subitement non seulement d'ajouter une pièce falsifiable, et puis aussi d'organiser des élections au cas par cas. Moi, je vais vous répondre rapidement pour dire que la majorité, si elle est incriminée aujourd'hui, elle est injustement incriminée parce que la majorité n'a aucun intérêt à aller dans un processus frauduleux. Parce que je pense que c'est partant du principe du respect de la volonté du président Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui que nous partons pour le vote des Burkinabés en 2020. Donc, sur ce principe-là, il n'y a pas de raison à ce que la majorité pense qu'il faut déjà mettre des garde-fous pour faire de la fraude ou quelque chose comme ça. Parce que les élections se sont passées en 2015. Je ne pense pas qu'il y ait eu des fraudes au point que nous ayons obtenu les élections et par la fraude. Non, nous avons obtenu les élections haut les mains. Et je suppose, je ne suis pas dans le secret des dieux comme il vient de le dire, mais je suppose que nous allons travailler en sorte à avoir encore les élections prochaines. Il n'y a pas de raison à ce que nous, à notre niveau, nous mettons déjà des garde-fous dans le sens d'empêcher les autres d'y aller. Et puis ça n'émane pas, c'est une réflexion qui n'émane pas de la majorité. Et dès lors, eux, ils ne peuvent pas se baser sur cette disposition-là. C'est vrai que quand on parle de gouvernement d'office, on va à côté de la majorité. Oui, dès lors, ils ne peuvent pas se baser sur cette disposition-là pour dire qu'elle émane de la majorité, parce que je pense que les contributions ont été données de part et d'autre. Elle n'émane pas forcément au niveau de Il faut, la majorité. avant de donner la parole à M. Béré, préciser que le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020 se trouve déjà dans le code électoral en vigueur. Oui. On ne l'a pas remis en cause. Mieux, dans l'avant-projet... Attendez, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça se trouve, mais de quelle manière? C'est à partir de 2020 qu'on parle d'opérationnaliser. Absolument, c'est ce qu'on vient de dire. Ah oui, mais quand vous dites ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Attendez, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est moi qui ai dit que le code, enfin, le vote de Burkina Faso. Oui, il a acquiescé, mais c'est pas la même chose. On sait de quoi on parle. Mais il faut dire que ça se trouve dans le code actuel. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que les Burkinabés vont voter en 2020 si on s'en tient aux dispositions qui sont écrites. Alors que c'est ce que vous entendez. Mais selon et la loi du 7 avril également parle du vote des Burkinabés à partir de 2020. On parle d'un processus qui sera opérationnalisé à partir de 2020. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de l'avant-projet ou Zemani, moi je reviens pour vous dire que c'est une proposition. Je parle du code qui existe déjà. S'il vous plaît, on va parler l'un après l'autre pour qu'on puisse bien se comprendre. Parce que ce dont je parle du code en vigueur. Je ne parle pas du document de travail. Ah, le code en vigueur? Oui. Ah d'accord, là c'est une autre question. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, on nous prête toujours des mauvais états. Je ne sais pas. Mais lui, il a interprété sur le corps. Non, on discute de l'avant-projet ou de votre document de travail. Ce que je vais dire, la disposition concernant le vote de Burkina est maintenue. Pour nous, même si on le met à partir de 2020, il était mis dans l'ancien cours à partir de 2015. C'est la même chose. À partir de 2020, la CENI a proposé de mettre à partir du 1er janvier 2020. C'est la même chose de notre point de vue. Si on dit à partir du 1er janvier 2020, dans notre entendement, c'est à partir de 2020, étant entendu que 2020 ne commence pas en novembre. Si on est d'accord. Alors, donc, ces dispositions ont été maintenues. Nous avons même prévu des circonscriptions électorales à l'étranger. Parce que quand on dit que les Burkinabés de l'étranger vont voter, ils vont voter pour le compte de qui? De quelle circonscription? Est-ce que vous pensez que le Burkinabé de Paris va voter pour le député de Boulougou? Il votera pour une circonscription située à l'étranger, comme la France l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc c'est ce que nous avons prévu. Nous avons prévu même des circonscriptions électorales à l'étranger, les modalités de leur inscription. On avait même préconisé une élection et un système d'enrôlement permanent, de sorte à ce qu'ils ne soient pas très fatigués, ne soient pas très embêtés dans le système de recensement des votes, des électeurs d'abord et ensuite des votes. Ensuite, sur l'acte de naissance couplé, nous l'avons couplé avec le certificat de nationalité burkinabé.
Si vous avez vu dans la disposition, nous n'avons pas dit qu'on s'enrôle seulement avec l'acte de naissance à l'étranger. Nous avons vu qu'il faut s'enrôler avec l'acte de naissance accompagné du certificat de nationalité burkinabé. La raison est simple. L'acte de naissance ne fait pas la preuve que vous êtes burkinabé. Il y a combien de Kofi qui sont nés à Ouaga ou quand vous dites Kone Siaka, il y a combien de Kone Siaka en Afrique de l'Ouest, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, en Sierra Leone, mais partout. Donc c'est pourquoi si un Kone Siaka se présente, il faut qu'il fasse la preuve qu'il est burkinabé avec le certificat de nationalité. Justement, en fait, excusez-moi, je vais rebondir sur la question justement du vote des Burkinabés de l'étranger. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. En fait, quand en droit on dit par exemple qu'une telle disposition sera en vigueur à partir de, ça ne veut pas dire que ça sera fait forcément. Ça veut tout juste dire que ça ne se fera pas avant cette date. Donc si on met à partir du 1er janvier 2020, ça veut dire qu'on peut arriver même en 2030. La preuve, il vient de citer la disposition de 2015 qui existe dans notre code. C'est pourquoi, comme c'est une promesse présidentielle, électorale, une promesse très forte, moi je pense qu'il faut qu'on ait le courage des mots. Évitons les tournures, je suis juriste, les tournures juridiques. Justement, je vais la proposer. On dit seulement que les Burkinabés de l'extérieur vont voter pour les élections de 2020 et les élections à venir. C'est tout. Et c'est clair, personne ne peut dire que les élections qui auront lieu en 2020, là, ils ne vont pas être concernés. Toutes choses égales par ailleurs. Non, mais c'est tout. Moi, je pense que c'est ce que le président a promis comme... voilà, donc, il faut dire que c'est un engagement présidentiel. La question du vote de l'étranger, il y a quand même un problème là. Monsieur Cabré a la parole. Si on demande à ce que les Burkinabés de l'étranger joignent un certificat de nationalité, je ne sais pas comment ça va être établi à leur profit. Parce qu'il y en a qui ont quitté le pays, ils ne sont pas revenus après 10 ans, 15 ans. Il y en a qui, pour quitter même le pays d'accueil, n'étant pas des Burkinabés régulièrement installés, ils ont des problèmes de papier et c'est tout à fait difficile de le faire. Est-ce qu'il y aura une juridiction dans ces différents pays pour établir des certificats de nationalité au profit des Burkinabés? Ensuite, la question même de circonscription électorale concernant les étrangers, c'est des bonnes choses, mais souvent on précipite les choses sans pour autant être sûr d'avoir des résultats. Est-ce que vous pensez qu'une Assemblée nationale où il y a 2 sessions ordinaires de 90 jours chacune, avec 2 sessions extraordinaires de 15 jours chacune, ce qui fait 7 mois, vous pourrez trouver un Burkinabé qui est de l'étranger et qui va venir siéger pendant tout ce temps-là pour justement défendre des questions liées à ça, avec parfois même la bureaucratie qui définit les salaires, alors que peut-être que de l'autre côté, il aurait pu gagner plus. Il y a aussi un problème de justesse qui se pose. Vous n'êtes pas pour... Vous n'êtes pas pour... Moi, d'accord pour la représentation, oui. Oui, cette question, on l'a débattue et on a dit... pas d'accord, si je comprends. Oui, quand on est en train de faire un développement, n'arrivez pas à des conclusions hâtives. Nous, on est en train de demander ce que ça peut donner en réalité sur le terrain politique. Et donc, si on définit un principe... Mais à vous écouter, est-ce que vous êtes pour le principe des représentants... la question qui a été posée au départ, c'est de les faire participer aux consultations électorales. Mais ils n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Oui, mais ils ont des structures pour lesquelles on discute de la vie des Burkinabés à l'étranger, qui est l'organisme... Mais répondez à ma question. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes contre la représentation des Burkinabés de l'étranger à l'Assemblée nationale? Contre est trop fort, je dirais que je ne la trouve pas opportune au stade actuel. Parce que même ceux qui sont de la CENI, qui ont fait des tournées en 2013-2014 pour aller voir les Burkinabés de l'étranger, ils se sont butés à ces problèmes-là, même au niveau même du vote, où des gens vous ont exprimé carrément le fait que c'est une considération à leur endroit, mais ils souffrent de beaucoup de difficultés pour aller voter le jour du scrutin. Il y a une question juridique, juste pour rebondir, parler de la représentation des Burkinabés de l'étranger. Moi, je pense que tout Burkinabé qui remplit les conditions d'éligibilité, qu'il soit à l'extérieur ou au Burkina, non, mais est comme éligible. Ça se passe par exemple en France. Ça peut se passer en France et il est éligible. Oui. Je vous le dis, ça peut se passer en France et il est éligible. Mais sauf qu'il y a une circonscription dédiée justement à ces Burkinabés de l'étranger. Oui, non, ça ne peut pas se faire. Juridiquement, ça n'a pas de sens.
naissance. On dit seulement tout Burkinabé peut être candidat à telle élection s'il remplit les conditions d'éligibilité. Donc la méthode française n'a pas de sens. Je vous dis, non, mais quand vous dites les députés, par exemple les députés français De l'étranger, Oui. mais ils sont sur le territoire français. Non. Si, Non. ils sont sur le territoire. Il y a des conditions qu'ils doivent remplir sur le territoire français. Parce que quand vous prenez même les Burkinabés qui vivent à l'extérieur, qui veulent par exemple participer à des élections ici, là, la loi dit clairement qu'il y a des conditions à remplir. Il faut avoir au moins des intérêts. Il faut avoir au moins des intérêts clairement définis, parce que ça serait bizarre quand même qu'on demande à... Non, je pense que le Burkina n'en est pas là. Il faut créer des conditions d'éligibilité ouvertes à tout Burkinabé, c'est-à-dire qui veut être, par exemple, représentant dans son pays, de pouvoir le faire. Mais mener des élections ici, et puis bon, franchement, je... Mais toujours est-il que lorsqu'on parle de législative, c'est sur des circonscriptions bien précises. Nécessairement, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Soit on veut, ou on ne veut pas. To be or not to be. C'est clair. Soit on dit qu'il participe aux élections législatives, et il faut forcément déterminer des circonscriptions électorales et des députés qu'ils vont élire, Le nombre de représentants. et le nombre de représentants, soit on ne le prévoit pas. C'est très clair. C'est clair. Donc c'est le choix qu'il faut faire. C'est le choix qu'il faut faire. La question, depuis qu'on parle du vote des Burkinabés de l'étranger, c'est de leur donner le droit de contribuer au choix de leurs dirigeants, aussi bien dans les législatives Même pas que dans d'être les d'acteur. exécutifs. Le problème, il est Maintenant, si c'est technique. une nouveauté, parce qu'on dit c'est la France, bon, tel que moi Je ne dis pas j'entends... que c'est la France. Oui. Je dis, M. Cabré, que c'est technique. Oui. Madame Soit Tenebo, ils oui. sont prévus, soit ils sont prévus soit il est prévu qu'ils votent aux élections législatives. Et ils ont des circonscriptions électorales Oui. et des députés à élire Oui. où ils ne participent pas. Ah non, C'est clair. Non, c'est les deux sont Parce pas que- Alors, forcément- on va écouter. Ils peuvent On va voter. écouter, madame. Non. S'il vous plaît. Oui, ils peuvent voter. Voilà. Et donc, si vous dites qu'il faut aller seulement au Madame présidentiel, Tenebo. c'est une proposition que vous Madame, faites. Oui. à la parole. En parlant de propositions, Oui. je pense qu'au niveau de la majorité, nous ne sommes plus au stade des propositions. Nous pensons qu'en 2020, la promesse du président Roch-Marc Christian Kaboré va s'accomplir et nous allons commencer avec la participation effective des Burkinabés de l'étranger et aux législatives et aux présidentielles. Et c'est très Dans important. les opérations de Oui, vote, dans les pas dans la opérations. représentation. Mais bien sûr, dans la représentation aussi. Parce que c'est vrai que les deux pouvoirs sont séparés, mais dans la gestion de la chose publique, il faut quand même qu'il y ait des représentants du Burkina Faso à l'étranger. Pour autant que nous les exhortons à investir ici au Burkina, pour autant que la manière qu'ils ont participé à cette dernière décennie, tout ce qui s'est passé, nous avons vu des Burkinabés qui se sont vraiment impliqués. Absolument. Absolument. Qui se sont très impliqués. Ils ont montré leur amour pour la patrie, ils ont montré leur attachement. Il n'y a pas de raison que nous les laissons en marche. Alors, donc pour nous, ils doivent participer et ils participent. il y a Adama Koulibaly qui est là parce que le temps tire vers la fin. Adama Koulibaly qui est là avec les questions des téléspectateurs qui nous suivent et qui ont besoin aussi de contribuer ou de nous poser des questions. Bonsoir Adama Koulibaly. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir chers téléspectateurs. Questions et réactions. Nous avons tout d'abord Adama Koné à Ouagadougou. Il est dit que les résultats seront proclamés au niveau provincial par les hauts commissaires et au niveau régional par les gouverneurs. Ces personnes sont-elles de la CENI? Pouvez-vous nous expliquer davantage, M. Béré? M. Lucien Kinda dans le Kourouégo. À l'état actuel des choses, il nous faut une structure moins budgétivore que la CENI pour organiser les élections. La CENI ne nous rend pas service aujourd'hui. Son commentaire. Idrissa Souré à Ouagadougou, il semble que le nouveau code s'appuie sur la constitution en cours d'élaboration. Est-ce qu'il doit peut-être adopté sur la base d'une note qui n'a pas encore été? Frédéric Traoré à Ouagadougou, est-ce qu'un document de travail doit faire l'objet d'une critique aussi virulente? Cette question s'adresse à l'opposition. Et enfin, Tanti Rebecca à Béréga-Dougou, pourquoi se précipiter avec ce document? Est-il nécessaire de tout remettre à plat? Une simple révision ne suffira-t-il pas? Pardon. C'est tout pour cette série de questions. Merci à vous Adama Koulibaly. Alors, la question, pourquoi vous rejetez systématiquement quand on parle parce qu'on a déjà abordé la quand on question. parle de virulence, il faut également que les gens se comprennent. On est tous la classe politique, on n'est pas né de la dernière pluie. La méthode avec laquelle les uns et les autres sont partis
ce n'était pas pour dire que c'est un document de travail et que justement on allait attendre une concertation commune et où chacun allait défendre ses positions. Non. C'était pour l'adopter. Oui, c'était parti pour être adopté. C'est parce que justement il y a eu un tir de barrage qu'on s'est arrêté. Et ça aussi, il faut qu'on se dise les choses clairement. Et quand on parle de documents, et c'est ce document-là qui est là, il est assez volumineux, on ne va pas tirer des documents à longueur de journée parce qu'il y a eu une modification par-ci, par-là. Et donc, la critique, comme disait Marx, est le moteur principal du développement. Et donc, il faut apporter cette contradiction-là pour qu'on puisse avancer. Article, pardon. Oui, Monsieur nous sommes sur un terrain éminemment juridique. Et le choix des mots n'est pas accidentel. Nous avons dit que c'était un document de travail. Et je vous ai dit ici que le choix même de ce qui est écrit, comme on dit avant projet de loi, est impropre juridiquement à ce stade-là. Pour que nous puissions l'appeler avant projet de loi, il faut qu'il ait franchi l'étape du Côtéval. Projet de loi, étape du Conseil des ministres et loi à l'Assemblée nationale. Même si la loi est adoptée à l'Assemblée nationale, vous qui le savez, tant que le chef de l'État n'a pas promulgué, elle est invalide. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un document de travail. Contribuons ensemble pour l'améliorer et passons au-delà de toutes les... compris, on va passer à autre chose, justement. Quelle est la place des hauts commissaires, ce sont des gouverneurs? Ce sont des élucubrations. C'est une question de Adama Koné. Ce sont des élucubrations de certains qui ont écrit partout que ce sont les hauts commissaires, les gouverneurs, les quoi qui vont proclamer les résultats. Cela relève d'une ignorance incroyable. Un haut commissaire n'est pas une autorité administrative indépendante. Le gouverneur n'est pas une autorité administrative indépendante. Nous avons dit que ce sont les démembrements de l'autorité administrative indépendante. Ce ne sont pas les hauts commissaires. Tout le monde le sait. Comme les CECI aujourd'hui. Oui. Voilà en quoi aujourd'hui les hauts commissaires participent au processus électoral pour proclamer les résultats des votes. Pas du tout. Mais demandez à Adama Koné là où il a eu cette information. C'est ce que j'ai dit, c'est des élucubrations que les gens diffusent. Adama Koné n'est pas là. Voie des réquisitions, M. Béré, soyez complet dans vos analyses. À quel niveau? Si, je n'ai pas les 500 les 155 pages là. Vous êtes une société, vous êtes une société scientifique. Vous êtes une société scientifique, vous ne pouvez pas affirmer de telles choses. Il y a des réquisitions qui sont faites pour la transmission des documents. Même actuellement, Monsieur Touri, Monsieur Zemane, je vous arrête, s'il vous plaît. Même actuellement, la prochaine question, même actuellement, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que même actuellement, il y a des réquisitions qui sont faites au profit de la CENI. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas vous qui avez posé la question. La question n'a pas été posée sur les réquisitions. Ça a été posé sur la possibilité pour les hauts commissaires de proclamer les résultats. Je dis ça, c'est faux. On a compris, c'est faux. Alors, à l'état actuel des choses, la question peut vous revenir. La CENI est budgétivore. Pourquoi ne pas chercher une autre structure justement pour organiser les élections alors que la CENI ne nous rend pas service? C'est une question de Lucien Kinda. Bon, la CENI ne nous rend pas service, je ne suis pas persuadé. Et elle rend service à qui? Il faut rechercher ça. Et lui, il est cité dans quelqu'un pour dire que la CENI ne nous rend pas service. Puisque la CENI a toujours organisé les élections à bonne date, a proclamé les résultats avec en tout cas moins de contestations violentes. Pas du tout même de contestations violentes. Il y a des contestations devant les juridictions, mais pas en tout cas comme on en a connu en Gambie ou dans d'autres pays en Côte d'Ivoire. Premier élément. Ensuite, quand on dit qu'elle est budgétivore, je connais plein de commissaires actuellement. J'en ai connu avant, mais ils ne sont pas logés à la meilleure enseigne. Leurs émoluments, leurs frais de mission, ce n'est pas calculé à des taux astronomiques. Ils ont des montants, même ils se plaignent parfois quand ils sont dans certaines localités pour pouvoir tenir le coup. Maintenant, si c'est la question de l'organisation des élections à proprement parler qui pose problème, là, ce n'est pas du ressort de la CENI, c'est parce qu'on a choisi des méthodes, comme par exemple avoir une carte d'identité, une carte électorale à part, ensuite faire des recensements de façon systématique l'année électorale sans que ça ne soit automatique. Ensuite, il y a du matériel qui vient, qui disparaît, on en rachète encore. Bon, tout ça, c'est la question même de la citoyenneté et de la pertinence des choses. Donc, pour ça, et ça aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas la faute de la CENI, et une élection, c'est la démocratie quand même, ça a un coût. Moi, je pense qu'organiser l'élection, même si on peut la minimiser actuellement et ne pas faire une élection à 54 milliards, je pense qu'elle coûte moins cher que de doter 5000 personnes de Kalachnikov pour faire maintenir un pouvoir issu de l'armée. Oui, madame. Voilà, moi, je voulais compléter ce qu'il a dit pour dire qu'elle n'est pas... Pour lui, il veut dire que la CENI n'est pas suffisamment forte. C'est pourquoi il faut l'adosser à une structure financièrement beaucoup plus assise, autonome,
pour l'accompagner. La D'accord. question de ces cibles de la CENI est budgétivore. Je pense que le téléspectateur a peut-être mal, il s'est peut-être mal exprimé. Peut-être qu'il y a des problèmes de gestion qu'il faut revoir. Sinon, en termes d'utilité de budget, je pense que la CENI joue pleinement son rôle. Le téléspectateur parle de montant. Voilà, le montant, mais le montant, comme je dis, en termes d'utilité. Qui coûte 50 milliards. L'avancée démocratique que nous avons eue avec la CENI mérite quand même, si vous voulez, ce budget-là. Je pense même que il y a eu en 2012 et en 2016 15 à côté là, des difficultés financières que la CENI a connues. Mais je pense qu'on pourrait rallonger dans la mesure où il y a une bonne gestion. C'est surtout ça le plus important ici. Sinon, il y a des institutions effectivement qui sont budgétivores, mais ce n'est pas la CENI. D'accord. Alors, on l'a abordé ici, Idrissa Koné, il semble que le nouveau code s'appuie sur la Constitution qui elle-même n'est pas encore adoptée. On en a parlé en long et en large. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, Tanti Rebecca, c'est une fidèle de cette émission parce qu'elle ne rate jamais. Alors, pourquoi se précipiter avec ce document? Est-il nécessaire de tout mettre à plat? Une simple révision n'était pas suffisante? De quelques articles. C'est un choix. C'est un choix. Vous savez que le code actuel ne contient aucune disposition concernant le référendum. Ne contient aucune disposition concernant les manifestations électorales, ne contient aucune disposition concernant les circonscriptions électorales à l'étranger. Il y a des contradictions flagrantes entre le code pénal, la loi anticorruption et le code électoral. Récemment, à la proclamation des résultats définitifs, le président du Conseil d'État a relevé des contradictions manifestes qu'il y a entre les articles du code électoral. Au vu de tout ça, nous avons revu tout le processus. Et nous avons abouti qu'il faut faire une nouvelle loi. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'on va avant ou après le référendum? Nous n'avons jamais dit que le texte allait passer avant. Personne n'a dit que ce texte-là était soumis avant le référendum. Nous avons relevé simplement dans les propos à la rencontre des partis politiques qu'il y a quand même une urgence à quelque part. L'urgence, c'est de prévoir des dispositions concernant le référendum. Et nous sommes aboutis au consensus qu'il faut surseoir, vous étiez présent, il faut surseoir à la rencontre du mardi, il faut surseoir à la révision intégrale du code électoral, opérer des révisions concernant le référendum, et puis après l'adoption du référendum, le processus peut continuer. Monsieur Cabrel. La question est juridique quand même. Oui. Sur les arguments qu'il vient de défendre ici, il faut dire que le problème aussi est posé à leur niveau. Moi, j'ai le document, par exemple, qui est le document officiel, qui dit projet de loi organique numéro à un important code électoral. On n'a pas besoin de l'intituler comme ça et ne pas avoir justement une confusion autour de la question. Si on dit document de travail émanant du ministère de l'administration territoriale à travers sa direction générale des libertés publiques, dont M. Béré est le directeur général, et donc proposition attendue sous quinzaine ou bien vingtaine, ça c'est autre chose. Ensuite, pour les éléments du code électoral, il a relevé les contradictions. C'est pour cela justement que nous discutons. À chaque fois qu'on établit un code électoral, il y a un passage en force de l'administration aux affaires. Ah bon? Oui, il y a toujours un passage en force. Ce fut le cas en 2015, lorsque vous avez voté le projet de loi. Je me suis abstenu, remarquez cela. Okay. Ah d'accord, j'ai dit... Mais c'est le CNT qui l'avait adopté. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette disposition. Donc c'est pour éviter que chaque fois qu'on... Il y avait un passage en force. Voilà. Je souligne que les dispositions pour lesquelles vous êtes abstenus n'ont pas été du fait de l'administration, mais du CNT. Oui, mais que l'administration n'a pas opposé un refus quelconque, qui a accepté. Et on sait aussi comment ça se fait. Quand on vient, on file le bébé à quelqu'un d'autre qui n'est pas le géniteur. Bon, on assume les choses et puis on continue. Donc pour dire, vous terminez, M. Bongo, on a besoin justement que l'on fasse le consensus autour de la chose et ne pas réécrire la loi à tout bout de champ, comme M. Zemané l'a remarqué au début de ses propos, la loi de 2001 du moins, qui a été à la base, on l'a retouché 7 fois. Alors que, bon, il a peut-être atténué les propos, sinon ce que je sais dans les documents, ça vaut 14 fois qu'on a retouché cette loi-là. 16 fois. Ah, bon, ok, donc il faut éviter, en 16 ans, la loi a été retouchée 16 fois, donc ça veut dire en moyenne une fois par an. Ce n'est pas bon. Et donc c'est ceux qui viennent, qui nous filent ce bébé-là, qui ne font pas le consensus, qui nous amènent ces problèmes. Je dirais raison pour laquelle il faut d'ailleurs
procéder à sa relecture intégrale. Pour répondre à Tanti Rebecca, parce que nous avons été partie prenante des 3 dernières élections, voire 4, parce qu'il y a une autre élection complémentaire qui s'est déroulée il y a à peine un mois. Et tout a démontré que le code électoral, à l'étape actuelle, contient beaucoup de limites. Et c'est très important qu'on pense à sa relecture. Aujourd'hui, si M. Cabré de l'opposition avance autre chose, moi, je vais simplement le renvoyer encore à la plateforme de l'opposition du CEFOP en avril 2017, qui, à son point 1.4 encore, disait au dispositif 1, engager rapidement la procédure de relecture du code électoral. Bon, de quel code électoral il s'agit? C'est la question. Oui, c'est majorité opposition. Je pense que j'ai la parole. Il répond à la question. Après, vous prenez la parole. Et ce qui, pendant qu'on parlait de cette proposition-là, on était en train d'avancer du côté de l'administration à la production de ce document qui est là avec plus de 300 articles. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on fait une proposition, vous ne l'interprétez pas à votre guise. Vous faites en sorte que les uns et les autres puissent justement s'asseoir. Engager ne veut pas dire adopter. Oui, mais moi je veux poursuivre pour dire que si vous reconnaissez avoir été invité à donner vos contributions, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'administration s'est enfermée. Madame qui a la parole, s'il vous plaît. Si vous reconnaissez avoir aujourd'hui donné vos contributions, moi je pense que ce n'est pas parce que toutes vos contributions n'ont pas été prises en compte qu'il faut dire que non, et tel ou tel parti a travaillé pour telle ou telle entité. Non, je pense que... Et elle termine, vous avez pas la parole. Vous avez répondu à la question de la Tanti. Oui, mais moi je dirais simplement... C'est un débat. Parce que, elle termine, vous avez droit à la parole pour répondre à la Moi je vais dire à Tanti Rebecca que la révision du code électoral à l'étape actuelle, elle est très opportune. C'est opportun, c'est nécessaire. Mais qu'aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, les priorités vont beaucoup plus concerner le référendum et le vote des Burkinabés de l'étranger. Sinon, c'est très important. Et je dirais à Tanti, si elle revoit ces dernières élections, elle va se rendre compte qu'à tous les niveaux... Il faut réviser juste les articles concernant, rajouter la question... Non, nous pensons que la révision intégrale doit intervenir. Tout de suite, avant la Constitution. Non, pas avant la Constitution. Avant la Constitution, la révision va essentiellement porter sur l'organisation du référendum et le vote des Burkinabés de l'étranger. On ne peut pas avoir référendum s'il n'y a pas de révision des... Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit que la révision actuellement, la priorité de la révision actuellement va porter sur les questions sur les questions spécifiques, à savoir le référendum. Les questions référendaires. Oui, les questions référendaires et le vote des Burkinabés de l'étranger. Monsieur Gongo, la question de la dame de la Tanti est tellement pertinente que si je peux me permettre, c'est la réponse adéquate à cette question-là nous permettra de nous lever ici avec la satisfaction d'avoir rendu service à la nation. Pourquoi, c'est-à-dire sur une refonte totale, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, sachant que celle-ci ne peut jamais être adoptée si l'avant-projet de constitution n'est pas adopté? Ça, c'est la grande question. Donc, c'est tellement simple. Là, c'est vrai que j'ai lu, madame vient de lire un contenu de la plateforme de l'opposition qui dit d'engager des révisions constitutionnelles. Monsieur Béré vient de le dire. Il y a beaucoup d'imperfections. On peut les corriger par des lois modificatives. C'est tout ce qu'il faut faire en attendant, parce que ça, c'est l'urgent. Maintenant, tant qu'on ne peut pas demander à un enfant de naître avant son papa, ni avant son grand frère. L'avant-projet de la Constitution, ce document qui est déposé comme ça, là, c'est bien, comme je l'ai dit, c'est un bon esprit, c'est-à-dire anticipatif, mais vraiment, on aurait aimé avoir cet esprit-là. C'est d'ailleurs ce qui fait que les gens ont tendance à croire qu'il y a une idée derrière. Parce que comment on peut comprendre que... cette loi-là doit être adoptée après l'avant-projet de la Constitution, dont les travaux viennent d'être clôturés, si vous voulez, le vendredi passé, et viennent d'être remis justement au président du Faso qui doit réagir après et renvoyer encore à la commission. On n'est pas sûr de ça d'abord, mais cette loi est fondée sur ça. C'est ça en fait, c'est pourquoi la question de la Tanti, elle est fondamentale. C'est bon de faire des aménagements, juste pour terminer, c'est bon de faire des aménagements sur une loi, mais je vous dirais que l'année prochaine, à la même date, si on se retrouve ici, cette même loi-là pourrait souffrir de contestation. C'est en 2015 que le CNT a révisé, hein. Déjà on en parle. 2018-2019, vous allez voir qu'on va encore en parler. Donc il n'est pas question de vouloir faire un travail parfait ou bien non. Je pense que personne ne doit juger les prédécesseurs. Il faut que chacun apporte sa pierre et on continue. Parce que vous avez parlé de contradiction de... Simplement, j'ai dit qu'à notre niveau,
il est important que le code électoral soit repris ou relu dans son ensemble. Mais qu'à l'étape actuelle, ce qui est pertinent, c'est les questions référendaires et le vote des Burkinabés de l'étranger. Je pense aussi que j'ai répondu à la question. Oui, c'est ce que j'ai dit, donc il n'y a pas de contradiction. Oui, donc il n'y a pas de contradiction avec ce que j'ai dit et ce qu'il vient de dire. Monsieur Béré, on termine. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes de bonne foi. Nous sommes de très bonne foi. C'est pourquoi nous vous avons consulté avant. C'est pourquoi nous vous consultons après. C'est pourquoi on se réunit jusqu'à 3 reprises depuis 2 semaines. C'est pourquoi nous échangeons avec tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral pour aboutir à une loi électorale parfaite. Pourquoi? Les 16 révisions-là, on est passé par des petits bouts. On a attrapé ce bout-là, attrapé ce bout, sans un souci de continuité, sans un souci d'uniformité. C'est ce qui fait qu'il y a des contradictions qui ont été relevées même par les plus hautes juridictions de ce pays. Ça ne vient pas de nous. Mais si on s'assoit, on fait la cohérence d'ensemble de tous les articles, vous verrez que même si le texte n'est pas d'une perfectibilité infaillible, au moins il est parfait. C'est ça. Espérons que ce texte qui sera proposé sera assez parfait. Je rappelle que pour parler de ce sujet, nous avions M. Aristide Béré. Il est du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Avec nous ce soir, M. Mamadou Kabré, du chef de file de l'opposition. Avec nous aussi Mme Mamata Tiendrebrogo, du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Et avec nous, M. Nicolas Zemané, de la Société burkinabé de droit constitutionnel. Merci d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis. On espère que vous avez tiré quelque chose de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, tous ceux qui ont aidé à préparer l'émission. Bonne suite de programme sur la RTB.